Nous sommes sur le retour du CES Perpignan en direct et nous sommes maintenant avec Frédéric Comella. Bonjour, vous êtes de Hightex, pardon. Désolée pour l'erreur. Hightex, c'est compliqué à dire. Expliquez-nous ce que c'est, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de streaming, mais comment on valorise justement toutes ces vues en streaming sur les réseaux sociaux? Alors, c'est pas qu'high-tech, c'est compliqué, c'est simplement parce que ça veut dire Artificial Intelligence Tech. On se prend déjà pour Google, donc du coup on anticipe dans le futur. Le Google catalan. Oui, exactement. Français, catalan, tout ce qui va. Donc oui, en fait, on intervient dans le monde de la consommation de vidéos. Donc, c'est-à-dire qu'on fournit des technologies qui vont permettre de consommer à la demande, par exemple comme Netflix, des vidéos sur certaines thématiques. Alors nous, le positionnement de la société, c'est pas d'être frontal sur des Netflix, d'Amazon Prime Video, des Disney, qui eux sont sur des marchés, on va dire, très généralistes, qui sont là pour faire, on va dire, du mainstream. Et nous, on va justement se positionner sur des sujets qui sont délaissés par ces géants, qui ne peuvent pas aborder de par ce que ça représente en termes de part de marché. Et donc du coup, on va se spécialiser dans la distribution au travers de nos technologies de vidéos autour de thématiques. Ça peut être de la musique, ça peut être de la pêche, ça peut être plein de choses qui sont propres à nous et dont on aime et on vit pour ça. Ce sont des niches, mais qui ne sont pas si petites que ça. Est-ce que vous nous expliquez, nous donner des exemples? Alors, quand on parle de niche, la plus grosse niche de France, c'est le foot, en termes de thématique. La seconde, c'est la chasse. La troisième, c'est la pêche. La quatrième, c'est le tennis. Ensuite, c'est suivi par de la randonnée, de la planche à voile, des sports automobiles. Et quelles sont les dimensions de ces audiences? Par exemple, je vais parler d'une que je connais. Je crois qu'en pêche, il y a au total 4,5 millions pêcheurs actifs. Donc ces personnes vivent pour la pêche, c'est leur passion. Quand même de grosses niches avec de l'audience substantielle. Ah bah oui, exactement. On parle de 4 millions de personnes. C'est ça, 4 millions de personnes qui pratiquent cette activité, pas tous les jours, mais de façon très régulière. Et c'est ce qui fait vibrer leur cœur, c'est ce qui leur donne le sourire, c'est leur passion à eux, c'est leur échappatoire. Pour des pêcheurs, par exemple, le constat, c'était quoi? Qu'il n'y avait pas assez de vidéos qui leur étaient destinées sur Internet? Le constat des pêcheurs, c'est plus... Il y a des vidéos, il y a des youtubeurs qui font des choses qui sont vraiment très bien, exceptionnelles, mais ces youtubeurs n'ont pas accès à des moyens financiers qui leur permettent de professionnaliser encore plus leur production. Ils n'ont pas accès à des supports de diffusion qui leur permettent de monétiser leur contenu de façon importante avec des expertises. Le plus souvent, ils sont seuls. Nous, dans notre société, on leur permet justement de monétiser encore plus au travers de notre technologie. Et en fait, on professionnalise énormément ce monde-là, on professionnalise ces thématiques. Mais comment on valorise justement ces vues? Comment ça se passe? Le constat, il est simple. Je suis un youtubeur, je suis un groupe média. Un groupe média, je peux posséder par exemple un journal, je peux posséder un site internet qui est régulièrement vu, par exemple c'est avec le digital dans le monde de la tech. Et il y a des gens qui viennent me voir parce que je suis spécialisé sur ça. Ce média-là, cet influenceur, ce youtubeur, il va aussi avoir des vidéos qu'il sait faire parce que ça en est son métier et il sait exprimer son métier. Nous, on va venir, on va lui dire, écoute, tes vidéos, on va les proposer sur une application sur les stores, smartphones, les téléviseurs connectés, les consoles, sur Internet, chez les fournisseurs d'accès Internet, Orange, Free, Bouygues, SFR. Et on va permettre à des gens qui aiment ce que tu fais, qui aiment le sujet que tu traites, de payer 5 €, 10 € par mois pour accéder à ce que tu fais, ainsi que d'autres aussi font. On va cumuler, on va mutualiser tout ceci dans un même environnement. Vous êtes le lien entre le créateur de contenu et les plateformes de diffusion. Est-ce que vous vous occupez également de créer des chaînes thématiques pour retrouver ces vidéos sur ces chaînes thématiques, sur nos box, chez nous par exemple? C'est ça. Nous, notre boulot, c'est de la tech. C'est de la tech et de la stratégie. On va dire à des producteurs de films, par exemple, parlons de pêche, on va dire à des youtubeurs, par exemple, encore de pêche, écoutez, si vous faites tous ensemble une marque que nous, on va distribuer et monétiser via notre technologie et notre expertise, vous ferez des vidéos d'encore meilleure qualité, votre communauté sera encore plus contente, et c'est vrai que vous gagnerez aussi, vous, plus votre vie. Vous pourrez vivre de votre passion. Et donc vous avez un travail de démarchage également, pour fédérer. Ah oui, parce que c'est de l'innovation, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Aujourd'hui, Netflix, c'est un confort qui est absolu. Amazon Prime Video, c'est génial. On n'est plus tributaire de pub ou autre. On allume, on consomme, on va se coucher ou on va faire autre chose. En fait, c'est ça, c'est ce confort-là aussi qu'on apporte, mais sur des sujets qui sont propres à des personnes, sur des thématiques, sur des passions.
Est-ce que c'est un secteur concurrentiel justement? Est-ce que dans le domaine de la pêche, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence entre les youtubeurs, entre les vidéos les plus vues? Oh, il y a toujours une façon dont on voit sa passion. Chacun a sa façon de le voir, chacun a sa façon de le pratiquer. Et notre objectif à nous, c'est aussi d'arriver à les aider et à les accompagner pour le démocratiser. Donc il y a la technologie, il y a l'expertise qu'on a. Aujourd'hui, on a 15 clients en ligne, on a des sujets sur des films sur enfants, on a des sujets sur des films qui sont à buzz, à gros succès sur des territoires internationaux et qui rapatrient en France, par exemple la Outbuster, Benchy pour la partie enfant, Zone 300 sur la partie chasse-pêche. On travaille aussi avec des grandes célébrités du monde de la musique. En fait, c'est vraiment des gens qui ont une audience, qui sont célèbres, qui sont connus, qui savent parler et avec qui on va les aider à monétiser encore plus ce qu'ils savent faire au travers de nouveaux moyens de consommation. Là, on est en streaming. Il y a 10 ans, on serait en linéaire sur une chaîne télé. Donc si on prend l'exemple d'un influenceur, il va accumuler avec ses abonnés, je ne sais pas, 1 million de vues par exemple, ce n'est pas encore assez suffisant pour lui pour en vivre ou pour financer ses prochains projets. Vous allez lui proposer de prendre son contenu et de le diffuser sur d'autres plateformes externes qui pourraient intéresser le viewer, le téléspectateur à ce moment-là. Il y a un groupe média qui nous a dit quelque chose de rigolo une fois. Il nous a dit, en gros, moi en faisant de la publicité, on parle de YouTube, je gagne 1 euro pour 1000 personnes qui vont regarder mon contenu. 1000, 10 000, enfin. Nous, avec notre technologie, notre façon d'approcher le marché, on va multiplier ces revenus par 150. Donc qu'est-ce qu'on fait avec 150 fois plus de revenus? Soit on se professionnalise, soit on vit mieux, soit on va encore plus loin dans ce qu'on veut faire. Donc oui, on va distribuer une technologie qui va retracer toutes ces vidéos qui vont construire et sur lesquelles on va avoir des catalogues de plus en plus conséquents. Zone 300, ils ont 1300 films en ligne, là maintenant tout de suite. Je suis un passionné de chasse, de pêche, j'ai 1300 films. C'est le premier au monde. Zone 300 est le premier au monde. Et donc l'avenir c'est quoi? C'est la vidéo à la demande? C'est le placement de publicité sur les contenus? Il y a plusieurs modèles économiques et je pense que chaque thématique a son... Enfin, chaque secteur a sa façon d'approcher le marché. Certains modèles vont être par l'abonnement. J'ai pas envie de publicité, je paye 10 euros par mois pour consommer ce que j'aime. D'autres où en fait, les sujets vont être des sujets où les pratiquants gagnent moins d'argent, donc ils vont accepter de ne pas payer contre de la publicité. C'est ce qu'on appelle l'AVOD, Advertising Video on Demand, comme YouTube l'est. Il va y avoir du live aussi, donc la possibilité de je paye 20 euros pour regarder un concert d'une star dans le monde de la musique. Chaque niche a son modèle économique, mais la technologie pour nous est la même. Donc quand on regarde, on analyse, qu'on prend un petit peu de recul, au tout début, YouTube arrive. L'idée c'est de poster un maximum de vidéos, un maximum de contenu, à tel point qu'aujourd'hui, il y en a plus que regorge. On peut même s'y perdre, malgré le fait que les algorithmes soient assez intelligents pour nous cibler, nous proposer le contenu qu'on aime. Vous, dans tout ça, vous avez dit, non mais il y a trop de contenu en fait, on va nichaliser. Et on va prendre des vidéos, on va les extraire, on va en faire des niches. Tac, tac, tac. C'est ça l'idée? C'est de ressortir un petit peu tout ce mélange de YouTube et de mettre des chaînes bien claires, bien précises, qui vont passionner chaque personne en fonction de ses envies. Il va falloir que tu viennes avec moi, c'est exactement ça. Vendu? Vendu, vas-y, on signe. Non, c'est exactement ça. C'est que YouTube est très intéressant et très intelligent, parce que c'est un moyen de promotion, déjà. C'est un moyen sur lequel, moi, étant personne, je vais pouvoir mettre une vidéo en ligne et la faire regarder par aussi mes proches, par exemple pendant des vacances ou autre. Nous, on va arriver et on va professionnaliser ceux qui méritent d'être professionnalisés dans justement cet amas total de choses où il y a de tout et sur lequel il y a des choses qui sont géniales et il faut vraiment souvent les chercher très longtemps. Et après, c'est une question, est-ce que son temps, on est prêt à le passer, à chercher et à fouiller, ou est-ce on est capable, on est d'accord pour payer 10 euros pour vivre sa passion sans s'embêter? Alors c'est un milieu qui évolue très vite. Quelles sont les évolutions futures auxquelles on va participer Le monde des médias va très vite, historiquement. On a parlé de radio, on peut parler de radio, on peut parler de journaux, on peut parler de sites internet, on peut parler de méthodes de consommation, le on-demand, comme Netflix, comme nous. Les sujets sont en train de se communautariser de plus en plus aujourd'hui. C'est-à-dire que on entend du métaverse super à la mode, on entend du NFT super à la mode, on entend du Bitcoin super à la mode. Il y a des univers qui vont être créés
qui vont permettre de consommer de la vidéo, d'avoir des relations sociales, d'avoir cette impression d'être dans ce monde-là, d'acheter des produits digitaux, d'acheter des produits physiques que je vais recevoir chez moi. En fait, on va digitaliser de plus en plus nos liens sociaux, au-delà de simples échanges sur lesquels on a un téléphone qui est quand même tout le temps entre nous. On va de plus en plus être immergé dans cette technologie. On va vivre à la première personne plutôt qu'à la troisième. On va devenir Matrix. C'est un petit peu l'idée du métaverse, même si Elon Musk n'est pas tout à fait d'accord avec cette vision. Oh, il y a des enjeux qui sont tels que je pense évidemment, on s'en doute. Hightech, c'est quand même un business qui fait partie de ces entreprises où on ne se doute pas qu'elles existent. On ne le voit pas, c'est pas palpable. Pourtant, ça existe bien. C'est une entreprise de l'ombre, mais qui joue sur nos vies. Quel moment, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est un petit peu compliqué à comprendre hein, quand on n'est pas du secteur. Qu'est-ce qui s'est passé? La soirée était arrosée un jour et vous avez dit c'est ça. Comment on en vient à avoir cette idée? Comment vous avez construit Hightech? Et surtout, pourquoi dans les Pyrénées-Orientales? Alors le pourquoi, parce que la persévérance et la résilience fait qu'on en est là aujourd'hui. On est 42 dans la société, on a des chiffres de croissance qui sont à mes yeux indécents et qui sont fous et c'est pas fini. On est des techs au fond de tout, mais on arrive à parler différemment qu'au travers de la technologie. Je peux vous dire qu'on peut avoir 17 000 personnes qui se connectent toutes les secondes nouvelles, etc. C'est révolutionnaire. Enfin, c'est révolutionnaire, c'est compliqué, c'est dur à faire. Mais le constat, c'est que on a su écouter ce qu'on était en train de faire, ce qu'on a démarré. Quand on crée sa boîte, on ne sait pas où on va aller. On a la projection dans sa tête de se dire je veux aller là. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle la vision. Sauf que la différence entre la vision, donc le business plan, matérialisé par un business plan, et la réalité qu'on va atteindre après ces années-là, c'est quoi? C'est écouter des gens qui vont dire moi je pense ça. D'accord. C'est essayer auprès d'une communauté. Est-ce qu'elle paye pas? Qu'est-ce qu'il faut que je modifie? Il faut voir avec son équipe tech, etc. C'est vraiment une machine, une organisation qu'on doit mettre en place et qu'on doit rendre suffisamment malléable quand on n'a pas de modèle économique, définition d'une start-up, pour justement arriver à le trouver et aller suffisamment vite sans s'écraser trop vite. C'est le principe de j'ai une falaise, j'ai du brouillard, je saute, je ne sais pas quand est-ce que je vais m'écraser, mon objectif c'est de planer le plus vite possible, sans savoir quand je vais mourir. Est-ce que les institutions locales, ici dans les Pyrénées-Orientales, vous ont aidé à planer justement? Bien sûr, parce que quand on a des personnes qui croient en nous, déjà ça nous fait confiance, ça nous donne confiance en nous, c'est important. Qui a cru en vous au départ? Tant de personnes, déjà toi. Y a par exemple, à part moi et vos parents. Il y a par exemple Monsieur Goz qui a cru en nous, il y a plein sud d'entreprises, il y a la pépinière de Perpignan en Méditerranée également, tant d'autres acteurs, il y a la région, il y a le département, toutes les institutions politiques, publiques ont cru en nous. Elles nous ont subventionnés, elles nous ont prêté de l'argent, elles nous ont accompagnés, elles nous ont suivis dans nos doutes, elles nous ont prêté des locaux, je pense à la CCI entre autres. On était dans leur sous-sol au tout début. Tout le monde nous a aidés et c'est important et ça aide l'homme, la femme que nous sommes à se dire ok, j'ai quelqu'un qui m'aide et c'est réconfortant. Et au fond de tout, c'est le courage qui fait qu'on arrive à avancer et c'est le fait d'arriver à se reconsidérer aussi. Donc aujourd'hui, il faut être résilient. Faut jamais baisser les bras. Faut se dire dans la tête, ok, ça c'est mon max, j'arrêterai à ce moment-là. Faut pas se mettre en danger. C'est ce mélange de tissus politiques, économiques, institutionnels qui vraiment a aidé Hightech pour le coup à monter, à réussir, à être pérenne. Évidemment. Et en plus, j'entendais tout à l'heure, la grande chance qu'on a ici aujourd'hui, c'est qu'en étant à Perpignan, on a une concurrence de start-up qui est, on va dire, raisonnable et qui permet aux personnes qui nous suivent et qui nous accompagnent de pouvoir passer réellement, concrètement du temps avec nous. Je pense qu'en région parisienne, à Toulouse, même bien à Montpellier, ces personnes-là ne peuvent pas passer autant de temps. Donc c'est une chance d'être dans un endroit qui ne possède pas une émulsion comme à Paris. Et c'est génial. Ça permet de sortir son épingle du jeu. Bien sûr, ça permet d'avoir la chance d'être écouté. Déjà, juste ça. C'est qui aujourd'hui les concurrents d'Hightech? Les concurrents d'Hightech, on a Ericsson, on a Comcast qui est un gros fournisseur d'accès Internet aux États-Unis, parce qu'on travaille aussi avec des fournisseurs d'accès Internet. Globalement, c'est des géants, et la différence qu'on a, elle est assez simple, c'est qu'on a des technologies qui sont quand même très récentes, une façon d'approcher les communautés qui sont très malléables, on va dire, au niveau des messages, des façons de faire. Et en fait, je pense qu'on est la suite logique d'eux. Donc Hightech sera une société qui va continuer à exploser parce que son marché fait que. Hightech a prouvé qu'il y avait une traction, ça c'est évident aujourd'hui. Maintenant, il faut mettre des gros sous dedans et let's go. Les prochains clients que vous cherchez, c'est qui?
Déjà, on est en train de travailler avec tous les groupes médias de France. On est en train d'ouvrir aux États-Unis aussi et au Canada. Et Hightex, ça va être 150 salariés en fin de cette année. Sur le sol catalan. Il y aura un peu de télétravail quand même. Parce que c'est un peu dur d'avoir tout le monde ici. C'est pas faux. En tout cas, on fait venir des talents et c'est une fierté personnelle.